août 1888, dans le comté de Granite, territoire du Montana. Alors que chaque colon de la vallée stockait du bois et anticipait l'hiver rigoureux, David Morgan s'engagea dans une activité si particulière que ses voisins vinrent vérifier sa santé mentale. Ce mineur de charbon gallois creusait une tranchée de 12 mètres, partant d'un foyer situé à la limite de sa propriété et la prolongeant sous terre, d'abord sous sa cave à légumes, puis sous sa grange et enfin sous sa cabane, avant de la laisser finalement émerger par une cheminée de l'autre côté. Beaucoup pensaient que le Gallois creusait sa propre tombe, créant un tunnel de 12 mètres pour un seul feu. Personne ne comprenait la connaissance unique de David sur la fumée et la pierre, qui lui permettait de chauffer 3 structures avec une seule flamme. N'oubliez pas de vous abonner et de me faire part de votre lieu de visionnage dans les commentaires. David Morgan avait consacré 23 ans aux travaux souterrains, acquérant des connaissances sur la façon dont la chaleur imprégnait la pierre et la terre. Originaire d'un village minier de la vallée de la Ronda, au pays de Galles, il était entré dans les mines à 13 ans, imitant son père et son grand-père en s'aventurant dans les profondeurs. L'environnement souterrain lui avait enseigné des leçons que ceux vivant en surface n'avaient jamais acquises. Les températures sous terre restaient constantes, quelles que soient les conditions extérieures. Plus il descendait, plus la roche devenait chaude, chauffée par le noyau terrestre. De plus, lors des incendies de tunnels catastrophiques qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes, Duffield a observé le mouvement de la fumée à travers ces passages confinés. Il a observé comment la chaleur était transférée aux murs et comment la pierre absorbait et retenait la chaleur pendant des heures, même après l'extinction des flammes. Les mines du pays de Galles utilisaient des tunnels de ventilation s'étendant sur des centaines de mètres pour canaliser l'air et la fumée à travers des conduits méticuleusement conçus. Les mineurs reconnaissaient qu'un feu situé à une extrémité d'un tunnel pouvait chauffer la roche située à 30 mètres de distance. La fumée, dans son passage, cédait de la chaleur à chaque surface qu'elle rencontrait. Lorsqu'elle arrivait enfin au puits de sortie, la majeure partie de son énergie thermique avait été transférée à la roche environnante. Les mineurs expérimentés appelaient ce processus « faire travailler la fumée » avant qu'elle ne s'échappe. Chaque mètre du tunnel extrayait de la chaleur supplémentaire des gaz de combustion qui autrement se seraient élevés dans l'atmosphère, emportant une chaleur qui aurait pu bénéficier aux habitants. David s'installa en Amérique en 1851. Attiré par la ruée vers le cuivre dans le territoire du Montana, les mines de Butte recherchaient des individus habiles à naviguer dans l'obscurité et à comprendre la pierre, des compétences que David possédait. Il consacra 7 ans à extraire du minerai de cuivre de tunnels qui évoquait des souvenirs de sa patrie, accumulant des économies, se familiarisant avec le terrain et anticipant l'opportunité de revendiquer sa propre propriété. En 1888, il déposa une demande de concession de terre pour 80 acres dans le comté de Granite, situé à l'est des régions minières, où le terrain s'élargissait en vallée idéale pour l'agriculture et l'élevage. Son épouse, Bronwyn, voyagea du pays de Galles pour le rejoindre ce printemps-là, se retrouvant enfin après une séparation de 3 ans. Ensemble, ils avaient l'intention de se forger une vie en surface, tirant parti de toutes les connaissances qu'il avait acquises de ses expériences souterraines. Au cours de leur premier été, David observa méticuleusement comment ses voisins américains construisaient leurs fermes. L'agencement typique était uniforme. Une cabane avec une cheminée qui expulsait la majeure partie de sa chaleur par le conduit, une grange située à 15 mètres abritant le bétail dans une obscurité glaciale et une cave à légumes creusée dans une colline qui se solidifiait de glace en janvier, malgré son emplacement souterrain. C'étaient 3 structures distinctes, chacune luttante contre l'hiver isolément, sans partage de chaleur entre elles. L'inefficacité le dérangeait profondément. Dans les mines,
Un seul feu de ventilation avait la capacité de chauffer un tronçon de tunnel d'un quart de mille. La fumée traversait les passages de pierre, transférant progressivement sa chaleur aux murs le long de son chemin, atteignant finalement le puits de sortie froide et épuisée. La pierre retenait cette chaleur pendant plusieurs heures, assurant le confort des mineurs dans des puits qui auraient autrement été gelés. Un seul feu, s'il était correctement dirigé, avait la capacité de chauffer tout un complexe souterrain. Il se demandait pourquoi une ferme ne pouvait pas fonctionner de manière analogue. David commença sa planification en juin. Son intention était de creuser un foyer à la limite de son terrain, situé en amont du vent dominante. Un tunnel souterrain revêtu de pierre partirait de cette fosse, passant sous sa cave à légumes, puis sa grange, et enfin sa cabane, avant d'émerger par une cheminée à l'extrémité opposée. Ce passage souterrain de 40 pieds permettrait à la fumée de transférer sa chaleur à la pierre sur tout son parcours. Un seul feu fournirait de la chaleur à 3 bâtiments distincts. La fumée remplirait sa fonction avant de se dissiper, reflétant la manière dont elle fonctionnait dans ses premiers souvenirs. Brangwyn écouta sa proposition et hocha lentement la tête en signe d'approbation. Elle se rappela qu'au pays de Galles, les entreprises charbonnières dirigeaient la fumée à travers des kilomètres de tunnels souterrains. Ici, les gens l'évacuent directement vers le haut et se demandent ensuite pourquoi ils ont froid. Ils manquent d'expérience en matière d'opérations souterraines. Ils ignorent le potentiel de la fumée lorsqu'elle est forcée de travailler pour sa libération. Le désaccord avec Branwen ne se matérialisa jamais. Ayant observé son père et ses frères entrer dans les mines galloises tout au long de son enfance, elle reconnut que ceux qui travaillaient sous terre acquéraient des connaissances inaccessibles à ceux qui vivaient en surface. Début juillet, alors qu'ils arpentaient le terrain ensemble, elle demanda « Montre-moi le tracé du tunnel ». David mesura ensuite le parcours en marchant. La fosse à feu est se situer à ce point nord-ouest. Puisque les vents dominants viennent du nord-ouest et soufflent vers le sud-est, la fumée sera naturellement aspirée vers la sortie. Initialement, le tunnel descend de 4 pieds sous le niveau du sol et s'étend sous la cave à légumes, sur une distance de 12 pieds. Par la suite, il se prolonge sur 15 pieds supplémentaires sous l'emplacement de la future grange, suivi de 10 autres pieds sous la cabane, avant de remonter vers une cheminée située sur le flanc sud-est. La longueur totale est de 40 pieds, avec un revêtement en pierre sur toute la longueur. Cela implique 40 pieds d'excavation et 40 pieds de maçonnerie. Une telle entreprise représente un été entier de travail, avant même le début de la construction des structures. L'effort d'un seul été procure 2 décennies de chaleur. Notre système de fumée s'étend sous tous nos bâtiments. Un seul feu réchauffe la cave à légumes, empêchant les légumes de geler. Le même feu réchauffe le sol de la grange, assurant le confort des animaux. Ce même feu chauffe également la cabane, nous permettant de dormir au chaud. Une seule flamme pour 3 structures. Brangwyn examina le plan, estimant les mesures et visualisant le passage souterrain sous elle. Placer la cave à légumes en premier est ingénieux. La fumée est à sa température maximale au début, et les légumes racines nécessitent la chaleur la plus douce. En atteignant la cabane, la fumée s'est suffisamment refroidie pour fournir de la chaleur sans causer de dommages. Précisément, la séquence est cruciale. La fumée la plus chaude va au bâtiment nécessitant le moins de chaleur, tandis que la fumée plus froide est dirigée vers celui qui en a le plus besoin. Avant son départ, la fumée a transféré toutes ses propriétés bénéfiques à la pierre. La nouvelle de cela parvint à Elias Crenshaw durant la 3e semaine de juillet. L'éleveur américain, propriétaire du terrain adjacent au nord, se considérait comme un expert en matière de colonisation au Montana. Il arriva un mardi matin pour découvrir David immergé jusqu'à la taille dans un fossé, maniant une pioche contre le sol pierreux. Du haut de son cheval, Morgan Crenshaw cria « Les gens en ville prétendent que vous creusez un tunnel à travers votre terrain, suggérant que vous dirigerez la fumée de cheminée sous terre, à la manière d'une mine de charbon. » David sortit du fossé,
sa pioche reposant sur son épaule. Ce n'est pas seulement similaire à une mine de charbon, c'est précisément comme une. La fumée transporte la chaleur et la pierre l'absorbe. Je m'assure que la fumée traverse 40 pieds de pierre avant sa libération. La pierre retient cette chaleur. Je peux chauffer 3 bâtiments avec un seul feu. Un seul feu? Crenshaw secoua lentement la tête. Il vous faudra 3 feux rien que pour passer décembre, mon ami. L'hiver du Montana n'a rien à voir avec celui du pays de Galles. Perdu. Certaines années, les températures descendent à 40 degrés en dessous de zéro. Un seul feu dans une fosse ne chauffera même pas une niche, encore moins 3 structures. Un feu isolé dans une cheminée standard ne chauffe que l'air au-dessus. La fumée monte, la chaleur se dissipe et les familles frissonnent à quelques mètres de feu ardent. Je n'utilise pas plus de combustible. Je suis juste... Je réduis le gaspillage, et quand votre passage s'effondrera, quand la fumée étouffera votre famille endormie, quand toute l'installation sera inondée par la fonte des neiges printanières, le passage est revêtu de pierre et correctement incliné pour l'écoulement de l'eau. Sa conception assure un courant d'air constant. J'ai construit des tunnels s'étendant sur des kilomètres qui ne se sont jamais effondrés. 40 pieds, c'est insignifiant. Crenshaw fit volte-face avec son cheval. C'est votre terre, votre perte. Cependant, quand vous traînerez votre famille raide et gelée en ville, ne prétendez pas que vous n'avez pas été prévenu. Branwen le regarda partir, puis jeta un coup d'œil à son mari, qui se tenait dans le fossé. Il avait passé 15 jours à creuser. Il n'a aucune expérience sous terre. Il ignore comment la chaleur se propage à travers la roche. Aucun d'entre eux ne le sait. Ils construisent des conduits qui libèrent la chaleur dans l'atmosphère et considèrent cela comme correct. Ils n'ont jamais vu la fumée être utilisée au-delà de sa simple évacuation. Dafydd leva sa pioche. D'ici les fêtes, ils comprendront ce que Dafydd Morgan avait compris après plus de 2 décennies d'exploitation minière au pays de Galles. Les experts contemporains en chauffage, ventilation et climatisation mesureraient plus tard avec précision. Pourtant, les concepts fondamentaux qu'il employait avaient été prouvés par des centaines d'années de travail souterrain. Dans les régions où les gens exploitaient de la fumée ou périssaient dans l'obscurité et le froid, la principale prise de conscience fut que la fumée représente une chaleur gaspillée, se déplaçant sur un chemin inefficace. Un foyer ou une fournaise typique consommait du bois à des températures supérieures à 1000 degrés Fahrenheit. Les gaz chauds de la combustion montaient instantanément à travers un conduit vertical, entrant en contact avec la maçonnerie pendant peut-être 2 secondes avant de se dissiper dans l'air. Pendant ce bref intervalle de 2 secondes, la fumée ne transmettait qu'une petite partie de sa chaleur à l'intérieur du conduit. La majeure partie, entre 80 et 90% de l'énergie thermique disparaissait dans les cieux, emportant une chaleur qui aurait pu maintenir un foyer pendant de nombreuses heures. Les calculs étaient frappants. Un feu brûlant une corde de bois émettait environ 20 millions de BTU d'énergie thermique. Un conduit standard ne pouvait retenir qu'environ 2 à 3 millions de ces BTU. Les 17 millions restants montaient dans le ciel, réchauffant les nuages, les corps célestes et l'air vide. Alors que les foyers tremblaient à quelques mètres de feu intense, l'innovation de Dafydd a inversé cette dynamique en obligeant la fumée à traverser un conduit souterrain de 40 pieds revêtu de pierre avant sa libération. Essentiellement, il a multiplié par au moins 20 la durée d'interaction entre les gaz chauds et le matériau absorbant la chaleur. La fumée entrait dans le passage souterrain à des températures dépassant les 500 degrés. Elle en ressortait à environ 150 degrés. Cette différence de 350 degrés représente l'énergie thermique transférée aux surfaces rocheuses et au sol environnant. La roche absorbait la chaleur progressivement, mais la libérait aussi lentement. Une barrière de granit qui absorbait la chaleur de la fumée en mouvement pendant 6 heures
émettait ensuite cette chaleur dans les bâtiments voisins pendant 12 heures complètes. Le matériau retenant la chaleur fonctionnait comme une cellule énergétique, accumulant l'énergie pendant que le feu était actif et la déchargeant lentement tout au long de la soirée. Cette configuration progressive a encore amélioré son efficacité. La zone de stockage souterraine était placée le plus près du foyer, recevant ainsi la fumée la plus chaude. Les légumes racines nécessitaient une protection contre le gel, mais pas un chauffage direct. Des températures allant de 35 à 45 degrés Fahrenheit ont permis de conserver les pommes de terre, les navets et les carottes au frais pendant plusieurs mois. Le segment le plus chaud du tunnel était situé directement sous cette structure, élevant la température du sol juste assez pour empêcher le gel sans cuire les produits. La grange était située dans la partie centrale, recevant une fumée qui avait déjà libéré sa chaleur la plus intense. Le bétail nécessitait des températures supérieures à 0, mais pouvait supporter le froid mieux que les humaines. La chaleur modérée atteignant cette section du tunnel maintenait des températures confortables au sol de la grange pour le bétail et les chevaux, évitant ainsi le gaspillage d'énergie dû à un chauffage excessif. La cabane, à l'extrémité du tunnel, recevait une fumée qui, malgré un refroidissement sur plus de 9 mètres de trajet, conservait encore une chaleur significative. La pierre sous le plancher de la cabane absorbait cette chaleur résiduelle et la rayonnait vers le haut à travers les planches. La famille bénéficiait d'une chaleur provenant du dessous, une méthode exceptionnellement efficace, car l'air chaud monte naturellement à travers les espaces de vie. La cheminée à l'extrémité lointaine générait le tirage crucial, l'air chaud montait. Le foyer était positionné plus bas que la sortie de la cheminée, établissant une différence de pression naturelle qui aspirait la fumée à travers tout le système, sans aucune assistance mécanique. Tant qu'un feu brûlait dans le foyer, la fumée traversait le tunnel, transférant la chaleur à la pierre tout au long de son parcours de 12 mètres. Par conséquent, le système ne nécessiterait qu'un seul feu, attisé 3 ou 4 fois par jour, pour maintenir des températures confortables dans les 3 structures. La même quantité de bois que les voisins brûlaient dans 3 feux distincts, avec la majeure partie de l'énergie perdue par 3 cheminées différentes, chaufferait plutôt toute une ferme via un seul passage souterrain. Ses voisins percevaient un fou creusant des tranchées. David, cependant, voyait un système de ventilation minière adapté à la vie en surface, forçant la fumée à céder de la chaleur pour chaque pied parcouru avant de s'échapper dans le ciel improductif. La construction a commencé sérieusement la première semaine de juillet, la chaleur estivale transformant le sol du Montana en une dureté exploitable. David a commencé à l'emplacement désigné du foyer, creusant un trou de 1,8 mètres de profondeur et à 2 mètres de large au coin nord-ouest de sa propriété. Ce devait être la chambre de combustion, le point initial où la fumée s'engageait sur son chemin de 12 mètres. Il a revêtu le foyer de pierre de granit plate maçonnée avec de l'argile, formant une enceinte scellée conçue pour contenir le feu et diriger toute la fumée vers l'entrée du tunnel. Le travail de trancher à son point le plus profond l'a presque brisé. Cela impliquait 12 mètres d'excavation à travers le sol du Montana, 1,2 mètres de profondeur et 0,9 mètres de large, rencontrant des roches, des racines et de la terre dure. L'argile était si tenace qu'elle brisait les pioches et causait des ampoules qui éclataient, saignaient et finissaient par durcir en callosité. Brangwyn travaillait à ses côtés. Lorsque les garçons des fermes voisines n'étaient pas disponibles pour le travail journalier, leurs 2 enfants, Iris, 14 ans, et Catherine, 11 ans, transportaient diligemment des seaux de terre et de roches de la tranchée jusqu'à ce que leurs bras soient fatigués. Ces mêmes 2 enfants, Iris, 14 ans, et Catherine, 11 ans, ont continué à transporter de la terre et des pierres de l'excavation jusqu'à ce que leurs bras tremblent d'épuisement.
La famille a travaillé sans relâche de l'aube au crépuscule pendant 3 semaines consécutives, se dépêchant de finaliser l'excavation avant que l'arrivée d'août n'impose la construction des structures supérieures. Ils ont œuvré sans relâche pendant cette période pour achever le creusement avant la date limite d'août pour l'édification des composants aériens. Le revêtement intérieur du tunnel exigeait l'attention la plus méticuleuse. David a ramassé des dalles de granit plate dans le lit d'un ruisseau situé à 3,2 km à l'est, les transportant à plusieurs reprises en chariot. Il a d'abord posé le sol du tunnel, arrangeant des pierres plates avec une légère pente descendante du foyer vers la sortie de la cheminée. Cela garantissait que toute eau entrant s'écoulerait vers l'extrémité plutôt que de s'accumuler dans le passage. Ensuite, les murs ont été érigés, composés de dalles de granit empilées et maçonnés avec un mélange d'argile et de chaux. Il avait subi des brûlures dues aux dépôts de calcaire trouvés près du ruisseau. Le plafond nécessitait une ingénierie méticuleuse. David a coupé des billes de pin et les a positionnées en travers du tunnel, espacées toutes les 60 cm. Par la suite, j'ai disposé des pierres plates sur les billes pour former une couverture robuste. Une couche d'argile de 15 cm a ensuite été appliquée sur ce chapeau de pierre fortement compacté pour sceller tous les interstices. La terre excavée a ensuite été placée sur l'argile, restaurant le sol à son élévation d'origine. Cette même terre a été étalée sur la couche d'argile, ramenant la surface au niveau initial. Une attention particulière a été accordée à 3 zones spécifiques. Sous l'emplacement de la cave à légumes, David a élargi la largeur du tunnel à 1,2 mètres, établissant ainsi une surface plus étendue pour l'échange de chaleur. Pour maximiser le transfert de chaleur, il a tapissé cette partie de pierre plus sombre qui absorbait facilement la chaleur. Ces pierres ont été choisies pour leur absorption supérieure de la chaleur, garantissant une distribution optimale de la chaleur au sol de la cave directement au-dessus. Positionné directement sous l'emplacement de la grange, le tunnel a été construit avec un chemin sinueux et serpentin, prolongeant la distance de parcours de la fumée à travers ce segment de 8 pieds. Ce parcours étendu de 8 pieds pour la fumée a facilité un plus grand transfert de chaleur au sol de la grange. De plus, il a incorporé un registre rudimentaire, une pierre plate conçue pour obstruer partiellement l'ouverture du tunnel. Sous l'emplacement prévu de la cabane, une chambre compacte a été aménagée pour réguler le flux d'air, particulièrement les jours plus chauds où moins de chauffage était nécessaire. Cet espace s'est élargi à une largeur de 5 pieds avant de se rétrécir à nouveau à l'approche de la sortie de la cheminée. Servant de réservoir thermique, cette chambre a permis à la fumée de ralentir, libérant sa chaleur résiduelle avant de sortir de la cheminée. La cheminée elle-même, construite avec le même granit que le tunnel, s'élevait du coin sud-est. S'élevant à 8 pieds au-dessus du sol, son élévation était cruciale pour établir un tirage efficace. La différence de hauteur totale de 12 pieds entre le foyer et la sortie de la cheminée a été conçue pour aspirer naturellement l'air à travers tout le système. La construction souterraine s'est achevée fin août, comprenant un tunnel de 40 pieds tapissé de pierres reliant le foyer à la cheminée. Cette structure s'étendait sous les emplacements désignés pour la cave à légumes, la grange et la cabane. Le 1er septembre, David a allumé un feu d'essai, observant un léger filet de fumée apparaître de la cheminée lointaine après 20 minutes. Il a ensuite posé sa main sur la terre directement au-dessus du point central du tunnel. Une chaleur distincte émanait du sol. La pierre avait déjà commencé à absorber la chaleur du premier brasier. Bronwyn, debout à côté de lui, aperçut la chaleur imprégnant le sol. « Ça fonctionne ?» a-t-elle remarqué. « La fumée fait son travail. » Ce n'est qu'un essai préliminaire. La véritable efficacité de 40 pieds de fumée active sera évidente en décembre.
Fin septembre, la propriété Morgan avait acquis une notoriété en tant que construction la plus controversée du comté de Granite. Le tunnel souterrain, désormais dissimulé sous la terre remise en place, n'était plus visible. Malgré sa nature cachée, tout le monde savait ce qui se trouvait en dessous. Le mineur gallois avait conçu un conduit de fumée rappelant ce que l'on trouvait dans les mines de charbon de son pays natal. L'opinion publique était fortement divisée, débattant si son entreprise relevait du génie ou de la folie. C'est contre nature. Oui, a proclamé l'épouse d'un éleveur au magasin général de Phillipsburg. La fumée, je comprends, monte par les cheminées. Elle ne traverse pas horizontalement les tunnels. Il risque d'empoisonner sa famille avec des fumées s'infiltrant par les planchers. À mesure que l'automne avançait, les critiques techniques s'intensifiaient. Elias Crenshaw est arrivé début octobre, son souffle s'embuanant dans le froid matinal, apportant une nouvelle appréhension. À cheval, Crenshaw s'adressa à Morgan. « J'ai réfléchi à votre installation. » Il demanda. Que se passe-t-il lorsque la créosote s'accumule dans ce tunnel? Une cheminée est accessible pour le nettoyage, mais un passage souterrain de 40 pieds, vous vous retrouverez avec un feu incontrôlable brûlant sous vos structures. David avait prévu ce problème. La pente du tunnel est spécifiquement conçue pour maintenir un flux d'air ininterrompu. La créosote se forme lorsque la fumée refroidit rapidement et se condense sur des surfaces froides. Cependant, mes murs de pierre retiennent la chaleur grâce à leur fonctionnement continu. La fumée n'atteint jamais une température suffisamment basse pour un dépôt significatif de créosote. Et j'ai incorporé 3 points d'accès pour le nettoyage le long du passage. Qu'en est-il du tirage alors? Et si le vent change de direction, provoquant le retour de la fumée dans votre foyer, plutôt que d'être aspiré, la sortie de la cheminée est positionnée à 12 pieds au-dessus du point d'entrée du foyer. Puisque l'air chaud monte naturellement, le tirage reste constant, quels que soient les vents de surface dominants. J'ai déterminé ce différentiel en utilisant les mêmes principes appliqués par les ingénieurs miniers pour les puits de ventilation. À la mi-octobre, Owen Pritchard, un fermier gallois qui avait immigré la même année que David, est venu lui rendre visite. Contrairement aux sceptiques américains, Pritchard a saisi le concept sous-jacent. La principale préoccupation de Richard était pratique. « J'ai vu des systèmes de ventilation de mines tomber en panne », a-t-il déclaré en parcourant la propriété avec David. Les roches se déplacent, les tunnels s'effondrent et l'eau s'infiltre, transformant les passages en boue. Vous misez la survie de votre famille sur une structure souterraine en pierre de 40 pieds qui doit résister à l'hiver du Montana. C'est moi qui l'ai construite. La génération de mon père a construit des tunnels de drainage dans la région de l'Aranda, pierre par pierre, en utilisant du mortier d'argile et incliné pour un bon écoulement. Ces conduits ont duré un demi-siècle, acheminant l'eau à travers la roche de la montagne. Ce tunnel, cependant, transporte la fumée à travers le sol de surface. L'ingénierie impliquée est plus simple, pas plus difficile. Le premier test rigoureux a eu lieu le 3 novembre. Une vague de froid soudaine a fait chuter les températures nocturnes à 12 degrés. C'était la nuit la plus froide depuis le mois de mars précédent. David a allumé le foyer au coucher du soleil. Il l'alimentait constamment en bûches de pain fendues. À l'intérieur de la chambre revêtue de pierre, les braises émettaient une lueur orange. La fumée s'est ensuite engouffrée dans l'ouverture du tunnel et a disparu sous terre. La famille s'est retirée pour la nuit, incertaine de ce que le nouveau jour apporterait. Bronwyn fut la première à se réveiller, juste avant le lever du soleil. Elle resta immobile sous les couvertures, anticipant le choc habituel de l'air glacial sur sa peau. Cette sensation n'est jamais venue. L'habitation avait une sensation distincte. Quand elle s'est levée pour inspecter les enfants,
Les planches sous ses pieds émettaient une chaleur subtile mais certaine. Ce n'était pas brûlant, ni vraiment chaud, mais cela dépassait la température de n'importe quel plancher en bois qu'elle avait rencontré depuis son départ du pays de Galles. Elle a ensuite inspecté la cave à légumes via son panneau d'accès extérieur. Les pommes de terre et les navets étaient stockés dans une atmosphère rappelant l'automne, pas l'hiver. Aucun givre ne recouvrait les produits, ni de glace sur les récipients de stockage. Le thermomètre de la grange indiquait 38 degrés. Le bétail est resté tranquille. Contrairement aux granges typiques, ils n'étaient pas regroupés pour chercher de la chaleur. Elle est retournée à l'habitation et a réveillé Dafad. Le sol est chaud, la cave à légumes est chaude, la grange est chaude. Un seul feu dans le foyer et tout est chauffé. David posa sa main sur les planches du plancher. La chaleur émanait à travers le bois depuis le conduit de pierre en dessous. Le système de fumée est efficace. 40 pieds de fumée fonctionnelle. Janvier 1849 commença avec une sévérité dont les vétérans se souviendraient pendant de nombreuses années. Une masse d'air arctique déferla du Canada le 8 janvier, faisant chuter les températures d'un tolérable 15 degrés. Aux premières heures du 9 janvier, elle était tombée à -22, atteignant -29 le matin du 12 janvier. Le thermomètre à l'extérieur du bâtiment de l'essayeur de Philipsburg enregistrait -41 degrés. Des rafales hurlaient depuis les montagnes Saphir à 25 miles par heure, pénétrant chaque habitation sur leur trajectoire, chaque mur faisant face au vide glacial, et chaque cheminée expulsant de la chaleur dans l'atmosphère mortelle. Les colonies construites avec des méthodes standards ont enduré les difficultés initiales et les plus sévères. La ferme d'Elias Crenshaw fonctionnait avec 3 poêles en fonte en continu. Son épouse et son fils aîné les entretenaient par roulement toute la nuit, se levant de leur lit dans l'obscurité glaciale pour alimenter les feux. Le salon principal enregistrait 29 degrés lorsque les 3 chauffages brûlaient intensément, mais tombaient à 14 degrés dans les 2 heures suivant l'extinction de leur braise. Son bétail se regroupait dans une grange où les températures chutaient sous le point de congélation, perdant constamment de la masse car leur système dépensait de l'énergie à combattre le froid plutôt qu'à développer du muscle. Dans tout le comté, les installations de stockage souterraines pour les produits se sont avérées inadéquates. Les produits destinés à durer jusqu'en mars étaient complètement gelés dès la mi-janvier. Après décongélation, les pommes de terre devenaient pâteuses. Les navets se fissuraient à cause de l'expansion de la glace. Les familles ont vu leur récolte d'automne de plusieurs mois se gâter parce que le stockage souterrain ne pouvait pas maintenir des températures au-dessus du point de congélation, sans une chaleur que personne ne pouvait détourner de leur foyer de cabane essentielle. Le 14 janvier, un colon solitaire nommé Yates fut découvert gelé dans sa grange, ayant péri en inspectant le bétail qui avait déjà succombé pendant la nuit. Le feu de son habitation s'était éteint pendant qu'il était dehors. Quand il a tenté de rentrer, ses mains étaient trop gelées pour manipuler le mécanisme de fermeture de la porte. Il est décédé à seulement 15 pieds d'un poêle qui est resté froid et inopérant. Chaque habitation perdait de la chaleur par ses murs et ses plafonds. Chaque conduit de cheminée expulsait de la chaleur dans les rafales mortelles. Chaque foyer a combattu l'hiver indépendamment, consommant du bois à des vitesses alarmantes, alimentant 3 bâtiments distincts avec 3 feux individuels qui n'ont pratiquement rien accompli contre le froid qui imprégnait chaque fissure, ouverture et joint. Pendant ces premiers jours difficiles, la famille Morgan fut oubliée. Ils étaient préoccupés par leur propre survie et par le maintien de leur propre chaleur. Le mineur gallois, connu pour son tunnel souterrain, n'était plus dans les mémoires. Les gens supposaient qu'il s'en sortait comme les autres ou qu'il avait péri, tout comme Yates, le célibataire. Puis, le matin du 12 janvier, le jour le plus froid de toute la vague de froid, David Morgan se réveilla avec une température de 52 degrés sur le plancher de sa cabane.
Il vérifia la lecture du thermomètre 2 fois, convaincu qu'elle devait être inexacte, 52 degrés. C'était grâce à un feu constant dans la fosse, attisé 4 fois par jour, la fumée traversant 40 pieds sous terre, transférant sa chaleur à la pierre, chauffant ainsi 3 bâtiments distincts à partir d'une seule source de chaleur. En entrant dans la cave à légumes et en descendant ses marches, il nota que la température était de 41 degrés. Les pommes de terre restaient fermes et sans gel, les navets ne montraient aucun signe de dégâts dus à la glace, et les carottes restaient croquantes dans leur stockage de sable, un contraste frappant avec les caves à légumes des voisins qui avaient complètement gelé. Ces produits étaient stockés à des températures idéales pour la conservation jusqu'à la saison printanière. Ensuite, il se rendit à la grange, où la température affichait 36 degrés. Ces 4 vaches se tenaient placidement, ruminant, leur souffle s'élevant en légers filets au lieu de nuages denses et désespérés. Une chaleur subtile émanait du sol sous leurs sabots, provenant du tunnel souterrain en dessous. De retour dans la cabane, Bronwyn était assise à table, vêtue d'une robe de laine, sans avoir besoin d'un châle épais. Les enfants prenaient leur petit déjeuner dans leurs vêtements de tous les jours. Daphyd remarqua doucement « Il fait 41 degrés dehors, pourtant nos légumes n'ont pas gelé, notre bétail est content et nos enfants ont chaud. » Bronwyn répondit « La fumée fait son travail, 40 pieds de chaleur et le froid ne peut pas nous atteindre. » Pendant ce temps, dehors, la cheminée de Crenshaw crachait une épaisse fumée dans l'air glacial, indiquant 3 feux allumés, mais 3 bâtiments toujours gelés. Elias Crenshaw arriva à la ferme des Morgan peu après-midi le 15 janvier. Son voyage avait duré près de 3 heures à travers un froid si intense qu'il gelait l'humidité dans ses narines. Chaque respiration qu'il prenait laissait son visage à vif, bien qu'il fût étroitement couvert par 2 écharpes. Ses doigts palpitaient à travers 3 couches de gants. Il avait enfilé tous les vêtements qu'il possédait. Pourtant, le froid mordant pénétrait jusqu'à ses os. Il avait fait le voyage par un besoin urgent de réponse. Sa réserve de bois de chauffage était presque épuisée. Son bétail périssait et sa cave à légumes avait complètement gelé, ruinant des mois de produits stockés. Il en déduisit que soit la famille galloise avait succombé à ces conditions de vie inhabituelles, soit elle possédait des connaissances dont il avait un besoin urgent. De loin, la ferme semblait ordinaire. Un mince filet de fumée s'élevait d'une cheminée située à l'angle sud-est de la propriété. Cependant, à mesure que Crenshaw s'approchait, il perçut une irrégularité. La cheminée n'était connectée à aucune structure. Elle se tenait indépendamment, émergeant de la terre à 40 pieds de la cabane. De plus, positionnés entre le foyer dans le coin nord-ouest et cette cheminée éloignée, 3 bâtiments, la cave à légumes, la grange et la cabane, étaient situés directement au-dessus du tunnel dissimulé. Toutes ces structures étaient enchauffées par la fumée acheminée à travers le passage souterrain. Bronwyn ouvrit la porte juste au moment où il allait frapper. La sensation qui émanait de l'embrasure de la porte arrêta Elias Crenshaw net. Une chaleur constante, tangible et apparemment impossible se répandit dans l'atmosphère glaciale. Ce n'était pas la chaleur intense d'un poêle rugissant luttant contre le froid, mais quelque chose de distinct, une chaleur qui montait d'en dessous, du plancher même, comme si elle provenait de la terre elle-même. « Elias, déclara Bronwyn calmement, « entrez, s'il vous plaît, avant de geler. » Crenshaw entra et Daphyd referma la porte derrière lui. La cabane était profondément et véritablement chaude. Il n'y avait pas de poêle rugissant dans le coin, ni de cheminée crépitante contre le mur. La chaleur montait à travers les planchers, provenant du tunnel de pierre en dessous, aussi constante et inébranlable que la terre elle-même. Il resta immobile, sentant la chaleur presser doucement contre ses jambes glacées par en dessous. « Quelle température maintenez-vous ici ?» demanda Crenshaw, sa propre voix lui semblant étrangère.
David désigna le thermomètre fixé au mur. Il faisait 52 degrés ce matin, 48 quand nous nous sommes levés pour la première fois. 52 degrés. La propre cabane de Crenshaw n'avait pas atteint 50 degrés depuis novembre dernier. Sa famille avait célébré le simple fait d'atteindre 30 degrés, n'est-ce pas? « Combien de bois consommez-vous » demanda-t-il. « J'attise le foyer 4 fois par jour en utilisant environ 8 bûches par alimentation, ce qui représente moins d'un demi-corde toutes les 2 semaines. » Crenshaw effectua immédiatement le calcul mental. Moins d'un demi-corde toutes les 2 semaines. Lui, par contraste, brûlait 2 cordes par semaine, réparties entre 3 poêles distincts. David utilisait environ 1/8 du combustible pour maintenir des températures 20 degrés plus chaudes. « Conduisez-moi à la cave à légumes » demanda Crenshaw. En sortant, Crenshaw se protégea contre le froid mordant qui lui semblait être une agression physique. Après la chaleur douillette de la cabane, David souleva ensuite la porte de la cave. Un courant d'air chaud, non pas brûlant, mais nettement plus doux que le froid mortel de l'extérieur, s'éleva d'en dessous. Crenshaw descendit ensuite les escaliers. À 41 degrés, les pommes de terre restaient fermes et non gelées, les navets intacts et les carottes croquantes. En contraste frappant, sa propre cave à légumes avait complètement gelé 2 semaines auparavant, ruinant tout son contenu à l'intérieur de la grange. Crenshaw raconta leur voyage jusqu'à la grange. À l'intérieur, à 36 degrés, ces 4 têtes de bétail se tenaient placidement, robustes et respirant sans effort. Le propre bétail de Crenshaw périssait, épuisant sa graisse corporelle, alors qu'il luttait contre un froid implacable. Il se tenait au centre de la grange, percevant une chaleur subtile émanant du sol, pénétrant ses bottes. Un seul feu, expliqua-t-il délibérément, brûlant dans une fosse, avec sa fumée canalisée sous terre. Cela maintient 3 structures chauffées. La fumée parcourt 40 pieds avant de trouver une sortie, transférant de la chaleur à la pierre tout au long de son parcours. La pierre, à son tour, rayonne de la chaleur dans les bâtiments. Aucune énergie n'est gaspillée. La voix de Crenshaw trembla alors qu'il avouait « Je t'ai traité de fou. J'ai affirmé que tu creusais ta propre perte, continua-t-il. Ma tombe est confortable. Et la tienne ?» Crenshaw, cependant, ne garda pas ses observations pour lui. Le 18 janvier, il avait informé chaque colon à une journée de cheval des températures à l'intérieur des structures. Morgan. La majorité restait sceptique. Un éleveur nommé Garrett se moqua ouvertement. « Tu suggères sérieusement que le Gallois chauffe 3 bâtiments avec un seul feu dans un trou, Elias ?» Et assez Le temps glacial a clairement altéré ton jugement, rétorqua Garrett. Je rapporte précisément ce que j'ai expérimenté de première main. 52 degrés dans l'habitation, 41 dans le stockage souterrain, et 36 degrés dans la grange. Son bétail est florissant et dodu, tandis que le mien succombe. Ses produits restent frais, tandis que les miens se sont décomposés en pulpe. Tout cela grâce à un seul feu dans une fosse, avec une fumée qui fonctionne sur 40 pieds avant de s'évacuer. Après Crenshaw, Owen Pritchard fut le visiteur suivant. Cet agriculteur gallois, qui avait auparavant remis en question la résilience du tunnel, arriva le 19 janvier, sa propre cave à légumes ayant été ruinée. Avec ses réserves de bois de chauffage dangereusement épuisées, ses doutes initiaux furent complètement dissipés par 3 semaines de combustion intense et futile. Il passa quelques heures à visiter les lieux avec David, inspectant la fosse à feu et la sortie de la cheminée. Il posa ses mains sur les sols qui émanaient de la chaleur du tunnel souterrain. Il s'enquit des dimensions du tunnel.
du choix de la pierre et de la pente nécessaire pour un drainage et une circulation d'air efficace. David précisa: n'importe quel type de pierre retiendra la chaleur. Cependant, le granit est optimal en raison de sa densité et de sa durabilité. Il absorbe la chaleur progressivement, mais la libère aussi lentement. Les murs du tunnel mesuraient 10 pouces d'épaisseur et son plafond était renforcé par des poutres en pin, puis scellé avec de l'argile. L'eau s'écoule vers la sortie de la cheminée, où la chaleur la fait s'évaporer. Pritchard repartit avec des dessins rudimentaires sur du papier brun et un esprit débordant de spécifications. Son terrain présentait une topographie différente, avec plus de pentes et de roches. Mais le concept de base pouvait être modifié, peut-être un tunnel plus long suivant les courbes naturelles du terrain, ou une fosse à feu positionnée plus haut sur la pente pour améliorer le flux d'air naturel, quels que soient les ajustements nécessaires. À la fin de janvier, David avait accueilli 11 invités, chacun arrivant avec des doutes, mais repartant silencieusement, ayant saisi le concept. Un ingénieur minier nommé Hobbs arriva avec du matériel d'arpentage et enregistra méticuleusement chaque dimension. La largeur du tunnel, la profondeur de la pierre et la variation de température entre la fosse à feu et la sortie de la cheminée. L'ingénierie est robuste, concéda Hobbs, notant ses découvertes dans un journal relié en cuir. La méthode d'extraction séquentielle de chaleur est largement documentée dans le domaine de la ventilation minière. Cependant, les colons n'avaient tout simplement jamais envisagé de l'appliquer aux bâtiments hors sol. La nécessité perçue de séparer le feu de la zone de vie, il devint clair, était simplement inefficace. Elias Crenshaw fut la première personne à demander de l'aide pour construire son propre système. La pente de mon terrain diffère de la vôtre, déclara-t-il à son arrivée début février, juste au moment où la vague de froid la plus intense se terminait. Mais je possède des formations rocheuses que je peux extraire pour la pierre du tunnel. Expliquez-moi les principes fondamentaux et je les adapterai à ma propriété. David examina le dessin préliminaire que Crenshaw avait fait de son terrain. La pente joue en fait à votre avantage, observa-t-il. Positionnez la fosse à feu à l'élévation la plus haute et la cheminée à la plus basse. La gravité aidera le flux d'air. Vous n'aurez pas besoin d'une aussi grande différence de hauteur dans la cheminée. Construisez d'abord le tunnel sous votre grange, car il est le plus proche de votre source de pierre. Ensuite, prolongez-le jusqu'à la cabane. La cave à légumes peut se ramifier du passage principal. La courbe que vous avez construite s'intègre à votre tunnel. Les courbes prolongent le chemin sans augmenter la distance linéaire. Cela permet un contact accru entre la fumée et la pierre, transférant plus de chaleur, mais assurez-vous que les courbes sont douces. Les angles vifs perturbent le flux d'air et créent des zones stagnantes où la créosote s'accumule. Crenshaw hocha lentement la tête. J'ai informé tout le monde que vous creusiez votre propre perte. Ils ont qualifié 40 pieds de tunnel de folie. Ce tunnel de 40 pieds a gardé 3 bâtiments au chaud, tandis que vos 3 feux n'ont rien réchauffé. La fumée s'est avérée efficace pour moi. Elle le sera aussi pour vous. Les 2 hommes se serrèrent la main dans la cabane douillette, réchauffée par la fumée souterraine, tandis que le vent de février hurlait inefficacement dehors. David Morgan vécut 28 années supplémentaires dans cette ferme du comté de Granite. Il décéda à l'automne 1916, entouré d'enfants et de petits-enfants qui avaient grandi dans des structures chauffées par une fumée
qui agissait sur 40 pieds avant de se dissiper dans le ciel indifférent. Le tunnel original est resté jusqu'en 1952, lorsque son petit-fils l'a finalement comblé pour installer une chaudière à mazout moderne. Le revêtement en pierre avait résisté à 64 hivers sans réparation significative. La fumée avait rendu service pendant plus de 6 décennies. L'hiver de 1889 continuait d'être la référence à laquelle tous les hivers suivants du Montana étaient mesurés. Les résidents âgés du comté de Granite demandaient souvent « Est-ce aussi rigoureux que à 89 ?» Et la réponse n'était presque jamais affirmative. Cependant, même les hivers doux mettaient encore les familles à l'épreuve, qui dirigeaient leur fumée directement vers le haut par des cheminées conventionnelles, consommant des piles de bois, alors que la chaleur disparaissait dans une atmosphère qui ne tenait aucun compte de la survie humaine. En 1895, mais 9 fermes de la région avaient adopté une variante du conduit de fumée souterrain. Tous n'étaient pas identiques au design original de Dafydd. Certains agriculteurs construisaient des tunnels plus courts, ne desservant que 2 structures. D'autres ont conçu des systèmes de ramification où un seul tunnel principal se divisait pour desservir des bâtiments dans différentes directions. Un éleveur nommé Whitfield a conçu un système avec plusieurs foyers alimentant un réseau de tunnels partagés, permettant de chauffer diverses sections indépendamment selon les besoins. Chaque modification reflétait les conditions locales et les ressources disponibles, mais le principe fondamental restait constant. La fumée transportait la chaleur et la pierre l'absorbait. Cette conception forçait la fumée à traverser la pierre avant de s'échapper, et la pierre transférait ensuite cette chaleur à toute structure située au-dessus. Un seul feu pouvait réchauffer de nombreux bâtiments si la fumée était utilisée avant de s'échapper. Dafydd, le concepteur principal, comprenait que les longues conduites de fumée étaient bénéfiques. Ces parcours pouvaient extraire le maximum de chaleur possible des gaz de combustion. Ce concept est maintenant visible dans les systèmes de chauffage modernes à haute efficacité. Les poêles de masse contemporains guident la fumée à travers des passages internes complexes avant de la libérer, capturant 90% de l'énergie de combustion. Ce processus capture 90% de l'énergie de combustion, une amélioration significative par rapport aux 20% typiques des cheminées conventionnelles. Dafydd calculait intuitivement les taux de transfert de chaleur et les principes de stockage de masse thermique. De nouvelles dynamiques de flux d'air peuplent maintenant les manuels d'ingénierie. Celles-ci sont étudiées par des étudiants qui n'ont jamais rencontré de tunnel de fumée souterrain, ni expérimenté sa chaleur. Cette chaleur monte à travers les planchers, depuis 40 pieds de pierre retenant la chaleur. Ce que Dafydd savait, un savoir partagé par des générations de mineurs gallois avant lui, était que la chaleur était trop précieuse pour être gaspillée. Ses voisins américains, à l'inverse, considéraient la fumée comme quelque chose à expulser. Ils voyaient la fumée comme une nuisance qui nécessitait le chemin le plus rapide possible vers le ciel. Dafydd percevait la fumée comme un ouvrier qui devait son travail avant de mériter sa libération. 23 ans sous terre lui avaient appris la vraie valeur du feu. Cette valeur ne résidait pas dans la flamme elle-même, mais dans la quantité de chaleur qui atteignait les personnes qu'elle était censée réconforter. Bronwyn survécut à Dafydd de 6 ans. Elle passa ses derniers hivers dans la ferme que leur fils avait construite. Cette ferme était située à côté de la cabane originale. Elle était moderne et bien isolée. Elle était équipée d'un poêle en fonte qui ne nécessitait pas de tunnel souterrain. Après son décès, sa fille découvrit une note glissée dans la Bible familiale. Cette note était écrite dans l'écriture galloise méticuleuse de Bronwyn. Il prétendait qu'il creusait sa propre tombe. 40 pieds de folie, c'est ce qu'ils appelaient ça. Pourtant, la fumée qui parcourait ces 40 pieds réchauffait notre cave à légumes quand la leur gelait complètement.
Elles gardaient notre grange au chaud pendant que leur bétail périssait. Elles chauffaient notre cabane tandis que leurs enfantes frissonnaient. David apprit sous terre ce que les habitants de la surface n'avaient jamais compris. Le vrai cadeau n'est pas le feu, mais la chaleur. Le feu ne fait qu'initier le voyage de la chaleur. Le choix fondamental est entre le laisser se dissiper immédiatement ou le contraindre à remplir pleinement son objectif. Il a exploité sa puissance, un effort s'étendant sur 40 pieds, ce qui a protégé notre famille du froid. Nos produits n'ont pas gelé et notre bétail a toujours survécu. La fumée a fourni un revenu stable et nous en avons récolté les bénéfices sans faute pendant 64 ans.